Bienvenue les étudiants, c'est la lecture numéro 8 de ce cours-là intitulé Conception graphique pour les médias, orienté aux étudiants inscrits en licence en médias numériques à l'université Mid-Ocean. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez pu visualiser les lectures précédentes. Donc on a commencé par une introduction générale à ce cours-là. Et on a vu une très bonne masse théorique d'informations ayant rapport à ce domaine et à cette discipline de conception graphique pour les médias. Donc on commence petit à petit à entrer dans la pratique, même si on est dans un cadre théorique. Donc je parviens à entraîner quelques modifications sur le plan du cours, réellement et plus précisément sur le contenu du cours, parce que c'était prévu de commencer une manipulation des logiciels et des outils techniques dans la création d'un logo ayant rapport à votre propre entreprise média. Bien sûr, il s'agit d'une entreprise virtuelle, mais puisque je ne suis pas en train de recevoir un feedback de votre part, et réellement c'est un peu la déception, parce que ce n'est pas encourageant de ne pas avoir un feedback concernant le cours, vos intérêts, vos réclamations, vos questionnements, votre évolution du niveau. Mais j'espère en tout cas que vous allez bien et que vous êtes en train de suivre le contenu des diapositives. Donc puisqu'on n'a pas communiqué jusque-là ensemble, donc j'ai introduit quelques petites modifications sur ce cours-là et on va poursuivre la théorie. Donc même et à travers cette théorie descriptive, vous pouvez faire quelques petites manipulations des outils techniques. Bien sûr, dans ce cas-là, vous allez fournir plus d'efforts si vous voulez tester les outils techniques. J'espère que dans les prochaines séances, nous commencerons une manipulation des logiciels, un usage des outils techniques. Donc c'est la lecture numéro 8 et il ne nous reste que 2 séances, puisque la 11e sera réservée à une révision et la 12e séance sera réservé au quiz final, à l'examen, c'est-à-dire donc j'espère fournir des efforts durant ces 2 prochaines séances prochaines et notamment durant cette séance. Donc la lecture numéro 8 est intitulée Conception du logo d'un média. Donc, vous avez vu, les étudiants, durant les dernières lectures, différentes notions théoriques. On a vu aussi les supports communication sur lesquels on doit publier quelques informations concernant l'image de marque et les objectifs commerciaux de notre entreprise. On a choisi le logo comme étant exemple type, parce qu'on ne peut pas commencer la création d'un support graphique sans le fait d'avoir un logo. Le logo, comme on avait parlé durant les lectures dernières, les logos renferment l'identité visuelle, ou bien il est synonyme de l'identité visuelle de l'entreprise, de la marque ou bien du produit. Et il renferme toutes les informations nécessaires ayant rapport à la charte graphique, aux messages principaux, aux valeurs de l'entreprise, etc. Donc il faut commencer par la création, la conception et la création du logo de l'entreprise ou bien de la marque, puis ce logo sera utilisé dans la création, par exemple, d'un site web, d'un blog, d'une affiche, d'une banderole, d'un spot à la télévision. Et le designer ou bien le graphiste va s'inspirer des caractéristiques de ce logo, parce qu'il est bien fait, bien étudié, bien conçu. Donc il va s'inspirer de ce logo, il va être strict
et il va respecter la charte graphique, l'ambiance des couleurs, des formes, la nomination par exemple de la marque, ce qui est typographie, des caractères, des couleurs, etc. Donc le logo est notre point de départ lorsqu'on va parler de conception graphique pour l'entreprise, et cette séance-là est réservée au logo pour qu'on puisse formuler une idée approfondie à propos du logo. Dans notre plan du cours, on va commencer par définir le logo et sa valeur importante dans le monde de l'entreprise et du graphisme. Il y en a aussi des concepts proches de la nomination du logo, parce que le logo est la nomination la plus réputée, donc les spécialistes ou bien les simples usagers parlent du logo, mais il y en a encore d'autres nominations et concepts qui sont trop proches de la nomination logo, mais ayant des significations détaillées et différentes que celles du logo. Donc on va découvrir aujourd'hui l'ensemble de ces concepts proches-là, proches à la nomination logo. On va parler aussi des tendances et de l'évolution du logo, parce que comme on l'avait vu dans la lecture intitulée historique du design graphique, on a remarqué une évolution remarquable du design graphique durant des dizaines d'années ou bien des siècles même, et même l'évolution et la conception et la création du logo connaît une évolution extrême, évolution parallèle à l'évolution des valeurs sociétales, à l'évolution de l'aspect artistique, à l'évolution du marketing et du commerce, à l'évolution des technologies de l'information et de communication et de création artistique aussi. Donc on va parler aujourd'hui de ces tendances et de l'évolution du logo. Quatrième titre concerne le processus de création du logo, parce qu'il ne s'agit pas d'une mission éphémère et rapide, non, il s'agit d'un processus, tout un processus de création du logo, un ensemble d'étapes successives pour réussir la création du logo, et durant cette lecture-là, on va découvrir ce processus-là pour la création du logo d'une entreprise. Donc, j'espère que vous allez bien suivre cette lecture et essayer de commencer la conception de votre propre logo. C'est une affaire qui n'est pas difficile, mais il faut quand même commencer. Donc, commencer par la précision d'une idée et en rapport au monde des médias, idée concernant la création d'une entreprise, même un site web, un média électronique sur Internet. Donc, si vous êtes spécialiste, par exemple, in selling dans le domaine des ventes, vous pouvez penser à la création d'un magazine ayant rapport au commerce électronique ou bien au commerce et marketing en général, et ce site web diffusera les informations d'actualité, des reportages, des interviews, des sondages d'opinion, un ensemble d'articles ayant rapport à ce domaine de business. Et on va commencer par la conception d'un logo et d'une charte graphique pour ce site web de médias électroniques. Donc, vous pouvez commencer la conception de l'ambiance générale de notre entreprise et puis commencer à s'inspirer de ce qui vous entoure, de ce qui est subjectif de vos propres idées, par exemple, ou choix ou attitudes pour concevoir un logo pour votre projet. Bien sûr, on va le dessiner sur papier et puis on va faire le traitement
par ordinateur de cette idée-là. On va la renforcer grâce aux outils techniques. Donc, ce sont là les paragraphes de notre cours. Commençons par la définition. Donc, le logo est l'abréviation du mot logotype. Il est synonyme du mot sigle. Donc, si on va dire logo, c'est pareil. On peut dire logo ou bien on peut dire cible. Ce sont là deux synonymes, le logo et le mot sigle. Donc, le logo ou logotype vient du grec logo qui signifie mot ou encore pensée rationnelle. Donc, le logo correspond à la représentation symbolique et graphique d'une marque, d'une entreprise et fait partie de son identité visuelle. Le logo sert à identifier une marque et à la différencier de ses concurrents. Il sert aussi à porter des valeurs, le secteur d'activité de l'entreprise qu'il représente et à fédérer les consommateurs. Bien qu'il ne soit pas obligatoire, le logo est un outil indispensable en termes de communication. Le logo est la propriété de la marque ou l'entreprise qui lui est attachée. Le logo doit être facilement lisible et identifiable. Il évolue graphiquement au fil du temps afin de suivre la progression de la marque et de s'adapter au marché. Donc, il y en a plein d'informations ici. Le logo est synonyme du mot sigle. On parle du logotype ou bien du logo. Donc, c'est un mot grec. Donc, ce sont des informations d'ordre secondaire. Mais on peut parler seulement du logo, du logotype ou bien du sigle de l'entreprise. Donc, il s'agit là d'une représentation symbolique. L'entreprise existe dans le monde matériel. Il s'agit d'un bâtiment. Matériel physique, mais cette entreprise-là a une représentation symbolique, graphique, dans le monde de l'économie ou bien du commerce, dans le secteur d'activité, dans son secteur d'activité. Donc, cette représentation symbolique et graphique est aussi synonyme de représentation mentale. Parce que lorsqu'on, par exemple, on parle du Facebook, il ne s'agit pas du grand bâtiment, mais dans notre esprit ou bien cerveau, on mémorise le logotype du Facebook. Il s'agit même du même cas, par exemple, du Twitter. Personne d'entre nous ne connaît le bâtiment de la compagnie Twitter. Mais on connaît tous l'oiseau du Twitter qui s'est changé récemment par un nouveau logo. Donc, le logo sert à identifier une marque, donc c'est l'identité d'une marque. Et cette identité est différente de ses concurrents. Donc, un logo est unique, il n'est utilisé que par cette marque-là et il ne peut pas être utilisé par une ou autre ou plusieurs marques parce que le logo est unique et il différencie la marque de ses concurrents. Ce logo-là porte des valeurs parce que même s'il s'agit d'une représentation graphique et symbolique, il s'agit aussi de valeurs parce que ce logo a un rôle très important comme on l'avait vu dans les séances dernières. Il valorise aussi l'image de marque et la notoriété de l'entreprise et ceci à travers l'ensemble des valeurs par lesquelles il a été composé. Donc, il n'est pas du tout obligatoire ce logo. On peut réaliser notre commerce ou bien notre business sans le fait d'avoir un logo. Mais c'est un outil indispensable en termes de communication, surtout lorsqu'il s'agit d'une concurrence sur un marché. Parce qu'il y en a des secteurs d'activité où il y a un monopole ou bien des secteurs qui ne sont pas réputés, donc spécialement dans le monde des services.
donc où il y en a un entrepreneur ou bien une compagnie qui est seule sur le marché. Donc il ne s'agit pas de concurrents pour cette entreprise, mais les entreprises actives dans un secteur d'activité qui connaît une concurrence intense, la communication doit être prioritaire et la création d'un logo, avoir un logo, une charte graphique est une chose très importante. Donc le logo est la propriété d'une marque ou bien d'une entreprise. Il doit être lisible et identifiable. C'est quoi lisible? Je le comprends rapidement et lorsque je le vois, je comprends instantanément qu'il s'agit le logo de telle marque. Et bien sûr, nous connaissons différents et beaucoup de logos qui nous entourent dans notre vie quotidienne. Par une simple visualisation, on connaît qu'il s'agit de telle marque. Par exemple, dans la rue, recherchant un restaurant, en visualisant le logo par exemple de McDonald's, donc je comprends tout de suite que je suis trop proche du restaurant, donc il s'agit du food et de l'alimentation, de sandwich, d'un burger. Donc c'est ça le message, je le reçois à travers le logo. Un logotype est une composition figurée servant à identifier visuellement de façon immédiate une entreprise, une marque, une association, une institution, un produit, un service, un événement ou toute autre sorte d'organisation dont le but de se faire connaître et reconnaître des publics et marchés auxquels il s'adresse et de se différencier des autres entités d'un même secteur. Donc les logos sont des modèles déposés dont la reproduction sans autorisation est punissable comme contrefaçon. Concernant les institutions et administrations publiques, on parle également de symboles, d'armes ou d'emblèmes officiels qui figurent sur des écus, des sceaux ou des drapeaux. Ils sont protégés par un privilège de la puissance publique sans avoir besoin d'être déposés comme une marque ou un modèle commercial. Donc un logotype est réellement très attaché au monde de l'entreprise, c'est son identité visuelle, donc c'est synonyme de la marque, de l'entreprise, de l'association, du produit, du service. Le logo englobe tout ça. Donc les logos, ce sont des marques déposées. Donc c'est interdit d'utiliser le logo d'une autre marque ou bien d'une autre entreprise. Par exemple, je choisis de vendre des chaussures ou bien des espadrilles sportifs, donc je ne vais pas utiliser le logo du Nike ou bien d'Adidas ou bien un logo proche de l'Adidas ou bien du Nike. Non, non, il y a une loi qui punit, donc c'est interdit. Il faut faire quelque chose de différent du logo de Nike ou bien d'Adidas, mais tout en conservant l'ambiance de ce monde-là, sportif, etc. Et on l'avait vu déjà dans une lecture précédente, on avait dit que, par exemple, le secteur des télécommunications est un secteur en bleu, donc la couleur ou bien la charte graphique de ce secteur ou bien ayant un rapport au secteur des télécommunications est généralement désigné ou bien dessiné en couleur bleue. Donc généralement les designs ou bien les graphiques se ressemblent, mais ils sont totalement différents. Donc le logo fait partie de l'identité visuelle d'une marque. À ce titre, il a toute son importance dans une stratégie de marque. On parle en premier lieu de la fonctionnalité du logo. Tout d'abord, le logo doit être fonctionnel tout en étant unique et différent.
En d'autres termes, le logotype que vous allez créer doit pouvoir s'utiliser dans différents contextes et supports de communication tout en conservant son intégrité. Donc, deuxième axe de ces stratégies de marque, l'esthétique du logo. D'un point de vue esthétique, le logo doit être en adéquation avec l'identité de votre marque. Si vous avez déjà élaboré une charte graphique, faites en sorte que le logo prenne vos attributs principaux. La forme, les couleurs, la stylisation, tout cela doit être intelligemment pensé pour représenter parfaitement votre ADN. ADN, c'est-à-dire nos caractéristiques, notre spécificité de l'entreprise. Donc, troisième axe de cette stratégie de marque, les tendances et l'évolution du logo dans le temps. Donc, les logos présentés sous forme géométrique et figurative disparaissent peu à peu pour laisser la place à des formes rondes et des typographies. De nos jours, le logo d'une entreprise se doit d'intégrer certaines de ses valeurs comme l'humain et la proximité. Donc, premier aspect du logo, c'est sa fonctionnalité. Il doit avoir une fonction. Tout logo doit avoir une fonction ayant rapport au support de communication. Parce que grâce à cette fonctionnalité, qu'on puisse exprimer différents messages à travers les différents contexte et support de communication. L'esthétique du logo, bien sûr, il s'agit là d'un travail d'ordre artistique. Donc, dès le début, il faut faire attention à l'esthétique du logo, à l'ensemble des couleurs, des formes, à l'harmonie, à l'attraction, parce qu'il s'agit d'un produit artistique. Mais ce produit artistique-là est stratégique et il diffuse des informations d'ordre stratégique et il aide à l'évolution économique ou bien socio-économique de l'entreprise. Donc les tendances et l'évolution du logo dans le temps, nous sommes en 2023 plutôt et prochainement en 2024. Donc je ne vais pas créer un logo de l'an ou bien qui ressemble à un autre logo de l'an 1923 par exemple, parce que il s'agit d'une évolution dans les formes, dans les goûts, dans les couleurs, dans la technologie, la visualisation même, la réception des couleurs, des formes par l'audience ou bien par le simple citoyen, non pas parce que j'aime ou bien je suis fascinée par un logo ou bien des logos de la phase des années 1920 que je procède à la création d'un logo d'une nouvelle entreprise en l'an 2023 ayant rapport à la même ambiance que celle des années 1920. Non, non, il faut s'adapter à un contexte et il faut suivre les tendances et l'évolution du logo dans le temps. Donc il s'agit d'une évolution, d'une innovation, d'une harmonie avec le contexte récent ou bien actuel ou bien présent. Comment juge-t-on la pertinence d'un logo? Comme dit précédemment, certains critères sont à prendre en compte lors de la création d'un logo. Ce dernier doit être ainsi simple afin de permettre sa mémorisation, mémorisable afin que l'on se souvienne de son existence, durable dans le temps afin de pouvoir représenter l'entreprise tout au long de son existence sans avoir à changer son image de marque, polyvalent afin de pouvoir être adapté à toutes les tailles et les supports appropriés et aussi appropriés. Donc le logotype doit être simple, une création simple parce que il faut qu'il soit mémorisable
en premier lieu, et ce logo simple va être inséré sur de différents supports, même les supports minuscules comme les pins, les stylos. Donc un logo simple facilite cette insertion sur des supports petits ou bien d'ordre minuscule. Il doit être mémorisable parce que l'audience doit se souvienne de l'existence de ce logo, et cette audience-là est hétérogène, donc il s'agit de gens éduqués, d'autres non éduqués, de personnes âgées, de jeunes, d'adultes. Il s'agit d'un public qui n'est pas homogène, donc le logo doit être simple et mémorisable par toute personne recevant le logo, par exemple, de cette entreprise de parfum ou bien de restauration ou bien du sport ou bien de kinéthérapie, etc. Il doit être durable dans le temps parce que l'entreprise va le créer pour une première fois dans sa vie et ne va pas chaque année créer un nouveau logo ou bien une nouvelle version. Bien sûr, on a vu durant les dernières ou bien les lectures précédentes qu'on peut entraîner une modification du logo. Il pourra être rénové, et il y en a différentes marques internationales ont procédé à la rénovation de leur logo, et on a vu des exemples concrets d'un nombre de logos qui ont évolué dans le temps. Donc un logo est durable dans le temps, il existe de façon durable, mais avec certaines modifications ou bien une rénovation pour suivre les tendances d'évolution artistique de la création du logo. Et il doit être aussi polyvalent afin de pouvoir être adapté à toutes les tailles et tous les supports. Donc c'est comme ça qu'on juge la pertinence d'un logo. Deuxième paragraphe de notre lecture numéro 8 concerne les concepts proches. Donc, on a dit que le logo ou bien logotype est synonyme du mot sigle, mais il s'agit là d'un nombre de concepts proches qui veulent dire logo ou bien logotype, mais qui sont différents légèrement de la signification précise du mot logo ou bien logotype. Donc l'insigne, il s'agit de l'insigne. L'insigne existe dès que l'homme ressent le besoin et la nécessité de marquer son bien ou sa production à des fins de reconnaissance pour se faire payer. Par exemple, les tailleurs de pierre ont chacun leur marque distinctive, la tâche. Les propriétaires de bétail marquent leurs bêtes, etc. Donc, dès le début, on a ressenti le besoin de se différencier. Donc, les commerçants ou bien les gens ont commencé à démarquer leurs produits à travers des insignes. C'était là les premiers pas pour la différenciation, pour la création d'une identité symbolique et visuelle à travers quelques graphismes. Donc le logotype s'institutionnalise avec l'invention de l'imprimerie, puisque par définition on dispose d'un type, un dessin en relief réutilisable à l'infini pour distinguer sa production. Donc l'insigne les insignes étaient des graphiques ou bien des graphismes d'ordre manuel, et la répétition de façon manuelle peut entraîner quelques modifications, mais l'ambiance graphique reste toujours la même. Avec la naissance ou bien l'invention de l'imprimerie, c'est institutionnalisé
le monde du logotype. On parle d'institutions ayant des normes et des caractéristiques. Donc l'imprimerie nous aide à multiplier le logo de façon exacte et précise. Multiplier en un nombre même de masse ou bien même infini tout en conservant les mêmes caractéristiques du logotype. Et là, on commence à parler de l'institution logo. Donc, la réelle définition du logo, et non pas l'aspect graphique adjoint à un nom, qui en fait un signe que Renault appelle son monogramme. Donc, c'est là qu'on voit le logo de Renault, mais bel et bien le nom dans un graphisme typographique spécial. Donc aujourd'hui, sous l'appellation logo, on regroupe ces deux idées en une seule, mais il s'agit d'une extension du sens abusif. Donc le mot et la définition réelle du logo englobe le nom de la marque et le graphisme. Et on va comprendre ainsi de suite plus de détails dans la page qui suit. Donc, quand dans les années 1970, on commençait à fleurir des ventes de t-shirts par correspondance où étaient sérigraphiés des groupes musicaux, les choses étaient bel et bien spécifiées pour différencier une commande. Donc, vous comprenez le sens de sérigraphie. Donc, sont là les t-shirts avec des imprimés, par exemple, de logos ou bien des photos des groupes musicaux. Donc, c'était vraiment très bien réputé dans les années 1970 que les gens achètent des t-shirts sérigraphiés de leurs groupes musicaux favorables. Donc, les choses étaient bel et bien spécifiées pour différencier une commande. Donc, c'était là pour une différenciation et pour de la propagande et de la publicité encore. Ainsi, par exemple, pour le groupe Scorpion, si on ne voulait que le t-shirt avec le nom et pas autre chose, il fallait commander le t-shirt option logo. Donc, ici, avec le groupe Scorpion, il s'agit d'un logo. Ceci est le logo de ce groupe musical. Et la sérigraphie du t-shirt, non pas avec la photo des membres du groupe musical, mais avec le logo. Et ici, il s'agit d'un t-shirt option logo. C'était là qu'on commence à diffuser ou bien à vendre des produits insérant le logo. Effectivement, dans ce cas précis, c'est le nom du groupe avec ce graphisme propre qui est le logo du groupe. Pour prendre un dernier exemple, dans le cadre de la propriété industrielle, le nom Alain Flelou, si une personne porte le nom ou bien le même nom et veut ouvrir un magasin dans le même secteur d'activité, il le peut, mais pas avec le même graphisme. Donc, il peut créer un graphisme portant le même nom, mais non pas le même graphisme approprié par la personne portant le même nom. Donc, tu peux créer un graphisme sous le nom Alain Afflelou, mais qui soit différent de l'ancien graphisme ou bien de l'autre graphisme. Donc, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ceci? Cette différence, souvent oubliée, rappelle que le logo désigne le nom. Le logo désigne le nom et l'insigne ou le signe désigne un graphisme associé. Donc, le logo désigne le nom de la marque, le nom de l'entreprise et l'insigne ou le signe désigne le graphisme, donc ou bien le logo englobe le signe et le nom. Mais l'insigne ou le signe désigne un graphisme associé au nom
pour formuler ainsi le logo. Dans ce même monde de concepts proches, quand la marque est suffisamment forte, il arrive que le nom de la marque disparaisse, laissant ainsi la place à l'insigne seul sans être associé au nom comme les marques internationales Apple, Mercedes-Benz, McDonald's ou Nike. Donc, on a dit que le logo est synonyme au nom de l'entreprise ou bien de la marque et que l'insigne ou le signe est le graphisme. Donc, il faut associer le nom à l'insigne ou bien au signe pour formuler le logo. Mais lorsqu'il s'agit d'une marque forte, très bien réputée, très bien reconnue, donc il arrive que le nom de la marque disparaisse. Donc il ne reste que l'insigne ou le signe et c'est le cas par exemple d'Apple, la marque de l'informatique, Mercedes, la marque du véhicule, Nike, une marque sportive, McDonald's, une marque de restauration et de produits alimentaires. Donc, lorsqu'on voit ces thèmes-là en jaune entouré en orangé ou bien en rouge, donc on comprend tout de suite qu'il s'agit de McDonald's. Nike aussi est fameux, donc lorsqu'on voit quelqu'un qui porte le t-shirt avec ce logo-là, on comprend qu'il porte du vêtement signé, même avec Apple et les fameux smartphones signés Apple avec cette pomme. Donc, on comprend automatiquement et directement qu'il s'agit d'un iPhone parce que il s'agit de cette pomme, parce que c'est une marque très bien reconnue dans le monde. Donc, le terme emblème est utilisé pour désigner le logo des Jeux olympiques et paralympiques. Il est composé d'un signe distinctif, d'une mention typographique et des anneaux olympiques ou des végétaux. Donc, l'emblème est un autre concept proche du logo, du signe et d'un signe. On parle de l'emblème dans le cas du logo des Jeux olympiques parce qu'il est composé d'un signe et aussi d'une mention typographique et des anneaux olympiques. Donc ceci, le signe de la typographie et des anneaux. Donc cet ensemble-là parle de l'emblème. Donc passons maintenant au troisième paragraphe, tendance et évolution du logo. Donc, la notion logo, l'institution logo a évolué dans le temps. Et aussi, on parle de tendance tout en suivant l'évolution du contexte et de la technologie, du design, du marketing, etc. Donc, les logos du début des années 2000 sont stylisés et simplifiés, parfois à l'extrême, comme le logo de la région des Pays de la Loire. Donc, dès les années 2000, les logos ont été stylisés et simplifiés. Les formes géographiques, les formes géométriques et très figuratives disparaissent, laissant place à des formes plus rondes, tout comme les typographies qui renoncent au capital. Donc, en première phase, les logos étaient désignés selon des formes géométriques. Et puis, ces formes-là laissent place à des formes rondes. Parce que géométriques telles que rectangulaires ou triangulaires ou forme carrée, c'est de l'aigu. Et l'aigu est synonyme d'agression, par exemple, de quelque chose de dur et ceci évoque le sens, n'évoque pas le sens de communication. Donc les formes géométriques laissent la place à des formes rondes
tels que les logos ou bien les typographies qui renoncent au capital. Et là, on est en train de voir un logo désignant la République française. Donc les valeurs à faire passer sont désormais celles de la proximité et du caractère humain des institutions qu'ils représentent. Donc les formes rondes expriment plus de proximité et plus de caractère humain. Des couleurs plus vives et chaudes, jaune, orange, rouge, sont plus largement utilisées, donnant ainsi place à une image de dynamisme, de la modernité, comme les logos de l'EDF, GDF, donc sont des entreprises françaises, SNCFT, etc. Donc ici, on est face à l'entreprise ou bien la compagnie du gaz de France. Il y en a des formes rondes et des couleurs qui attirent l'attention, ainsi que beaucoup de collectivités, municipalités, etc., notamment au changement de majorité. Donc les formes du logo évoluent des aspects géométriques vers des formes rondes pour exprimer plus de valeurs humaines et plus de proximité. De nombreux logos créés à la fin des années 2000 s'appuient sur les spécificités dites du Web 2.0, c'est-à-dire avec des effets de transparence et de reflet. Donc il y en a une nouvelle évolution grâce à l'évolution technologique. Donc c'est poursuivre l'évolution technologique, l'innovation des outils techniques, les logos. Aussi, vers la fin des années, les logos créés à la fin des années 2000 deviennent de plus en plus développés grâce aux spécificités dites du Web 2.0. Donc on peut remarquer deux grandes stratégies. Soit les marques font le choix de conserver leur logo et d'appliquer ces effets pour filtrer leur logo. C'est le cas de TF1, La Poste, le Loto, l'ancien logo de France Télévisions, donc sont des exemples d'ordre français, Elf ou encore LG, etc. Ou bien c'est lors du changement de logo que ces effets sont appliqués. C'est le cas de RFF par exemple, la simplification est toujours présente. Donc, il y en a deux stratégies suite à la naissance du Web 2.0. Une première stratégie, c'est qu'il s'agit de prendre notre logo ancien et d'entraîner quelques effets visuels à ce logo pour le rénover, pour qu'il soit adapté à cette innovation technologique du monde Web 2.0. Ou bien, il y en a des institutions qui ont procédé à la création de nouveaux logos à travers ces nouvelles technologies du Web 2.0. Donc deux stratégies. Et on a vu après les années 2000 différentes entreprises très bien reconnues, différentes entreprises internationales qui procèdent à la rénovation de leur logo à travers une création artistique en insérant des filtres, des aspects artistiques, etc. pour donner une nouvelle vie à leur logo pour qu'il soit adapté à cette nouvelle créativité Web 2.0 ou bien d'autres entreprises ont créé de nouveaux logos à travers ces technologies parce qu'il y en a une très grande différence entre les technologies anciennes et celles récentes. Dans ce paragraphe tendance et évolution du logo, donc dans les années 2010, on constate que de nombreuses marques reviennent à plus de simplicité en éliminant les effets de relief, de reflet, d'ombrage au profit d'un logo en aplat dit en flat design. Donc le flat design ou le design plat
et un style de design d'interface graphique caractérisé par son minimalisme. Il se fonde sur l'emploi de formes simples, d'aplats de couleurs vives et de jeux de typographie. Ce style s'inspire notamment du style typographique international. Il peut présenter plusieurs atouts. Premièrement, il facilite la conception d'interfaces s'adaptant à la surface d'affichage, sites web adaptatifs, etc. Deuxièmement, son usage d'aplats de couleurs permet de meilleurs taux de compression. Et ensuite, il se prête bien aux images vectorielles qui rejoignent ses avantages, donc le changement de taille sans perte de qualité et légèreté des fichiers. Donc, dans les années 2010, on s'appuie réellement sur le flat design ou le design plat, qui est un style de design d'interface graphique caractérisé par sa simplicité et son minimalisme. Vous voyez qu'on trouve parfois certaines difficultés pour faire l'upload d'une photo sur Internet parce que la qualité diffère, parce que la qualité décroît, mais ce flat design ou bien ce design plat facilite un export ou bien un échange d'images vectorielles, facilite un usage au meilleur taux de compression, une bonne compression sans le fait de perdre la qualité de l'image ou bien du logo, et aussi facilite la conception d'interfaces s'adaptant à la surface d'affichage. Donc c'est là le monde ou bien le nouveau monde du design caractérisant l'institution logo. Ce sont là les tendances. Donc il s'agit d'une institution qui évolue dans le temps grâce à l'évolution des technologies de l'information et de communication et des outils techniques ou bien outils digitaux du graphisme. Quatrième paragraphe dans notre lecture 8, processus de création du logo. Donc, on commence par la réflexion et choix du type du logo. Première phase dans ce processus concerne la réflexion et le choix du type du logo. Donc, je vais créer un logo. Quel type de logo à choisir? Il y en a différents types de logo. On a vu le logo, l'insigne, on a parlé du monogramme, on a parlé de l'emblème. Donc, dans ce paragraphe-là, on va comprendre en détail les types des logos. Premièrement, le logo combiné. Le logo combiné est composé d'une typographie et d'un pictogramme. Donc, ces deux éléments peuvent être l'un sur l'autre, à côté ou l'un au-dessus de l'autre. Il s'agit du type de logo le plus couramment utilisé, ce logo combiné. Donc, point positif de ce type de logo, il peut évoluer dans le temps lorsque la marque devient connue. On peut retirer le texte et on se retrouve avec seulement le pictogramme. Donc, ceci est la typographie et le texte, et ceci est le pictogramme. Donc, il s'agit d'associer du texte à un graphisme ou bien un graphique. Donc, le tout forme un logo combiné. Mais avec l'évolution de la marque, c'est quoi l'évolution de la marque? La croissance de la notoriété, du degré de connaissance de la marque. Donc, avec l'évolution de la marque dans le temps, on peut supprimer le nom et laisser seulement ce pictogramme pour désigner la marque. Le logotype, ce type de logo repose entièrement sur la typographie. Donc, c'est dans ce genre de logo qu'on peut travailler une typographie existante afin de mieux se l'approprier. Ce type de logo ne peut pas s'appuyer sur un pictogramme pour se faire remarquer. La typographie
et le choix des couleurs sont les seuls atouts de ce type de logo. Ils doivent être méticuleusement choisis. Donc le logotype s'appuie sur la typographie et les couleurs. Et c'est le cas, voilà l'exemple fameux, c'est le cas de la compagnie Google. Donc ça s'appuie sur le nom de la marque. Donc le nom de la marque et lui-même le logo, avec une typographie précise et avec des couleurs très bien recherchées et reconnues. Et on a étudié lors d'une lecture précédente, on a étudié l'exemple de Google. Le monogramme. Un monogramme est une réduction du nom d'une société en 2 ou 3 lettres, comme l'a fait Hewlett-Packard avec son logo HP. Donc HP est un monogramme. Donc ils ont fait la réduction, ils ont réduit le nom de la société en 2 lettres ou bien en 3 lettres. Donc c'est un monogramme, comme vous l'avez vu. Il y en a beaucoup d'autres exemples utilisant les 2 premières lettres, par exemple. Donc c'est un choix risqué et il est conseillé au début d'afficher entièrement son nom au-dessus ou à côté du monogramme pour que les clients puissent comprendre. Oui, il s'agit de choix risqués parce qu'on connaît la marque HP de la technologie, mais on ne connaît pas que c'est l'abréviation ou bien la réduction du Hewlett-Packard. Donc, rare qu'on se souvienne de la nomination complète de cette compagnie, mais on connaît très bien HP, c'est un logo fameux, donc il s'agit là d'un monogramme. Le pictogramme. Un pictogramme est un logo qui est représenté avec seulement un élément graphique, comme l'oiseau pour Twitter ou la pomme croquée d'Apple. Aucun texte, aucun nom de compagnie, seulement un symbole. Donc ce type de logo n'est pas pour toutes les entreprises. Il faut être connu pour utiliser ce type de logo. Donc il s'agit là d'utiliser un pictogramme, un dessin, une représentation graphique sans le fait d'utiliser des noms ou bien de la typographie ou bien des lettres, seulement l'image. Donc ici c'est le cas de Twitter, l'oiseau, c'est très fameux, même que le nouveau propriétaire l'avait changé. Mais il s'agit là d'un pictogramme qui réussit sa mission de communication. Le mascotte. Le logo mascotte permet de créer un personnage fictif auquel les clients pourront s'attacher. Donc cette mascotte sera facilement utilisable dans la communication de marque. Donc c'est là l'image d'une marque de restauration. Donc il s'agit de créer une mascotte et il y en a beaucoup d'exemples fameux dans le monde. Par exemple, Monsieur Propre pour désigner le monde des produits de lessive. Donc Monsieur Propre est une mascotte, est une fameuse mascotte pour désigner tout un monde de produits différents, de différentes marques, mais ceci à travers la mascotte Monsieur Propre ou bien ici de cette marque-là. Donc les mascottes sont très bien utilisées dans les mondes des logos. Les emblèmes, ce type de logo fait appel à un côté historique, rétro, et il est très en vogue. Par contre, il est risqué de créer un logo emblème car la surcharge d'informations arrive très vite et nuit à la lisibilité. À noter que dans ce type de logo, le texte est indissociable du reste du logo. Ils vont de pair. Donc, c'est très important de prendre en ensemble le graphisme et
le texte. Sans le graphisme, on ne peut pas comprendre le texte et sans le texte, on ne peut pas comprendre le graphisme. Donc, c'est une entité complémentaire et ça s'appelle les emblèmes. Donc, ici, de Starbucks Café, des cafés fameux partout dans le monde. C'est là leur logo, mais c'est trop compliqué. Mais à force de visiter ou bien de le voir, on peut le mémoriser quand même. Le logo abstrait, donc le logo de Carrefour est un très bon exemple du logo abstrait. Chacun y verra ce qu'il veut, mais le logo Carrefour renferme à la fois un C blanc, un carré ou encore une flèche. Donc il y en a ce C blanc ici, la flèche et l'ensemble forme le carré. Donc c'est un logo abstrait et chacun peut lui donner le sens qu'il veut. Dans cette phase de réflexion et après avoir choisi le type du logo, on doit définir les objectifs et les utilisations du logo. Un logo doit être mémorable, identifiable en quelques secondes. Donc je dois le mémoriser et l'identifier en quelques secondes. Je dois connaître instantanément qu'il s'agit du logo de Mercedes. Donc c'est pour cela qu'il doit être simple, clair et extrêmement lisible. Donc le logo est simple, il n'est pas compliqué, il est clair et lisible. Un logo qui est amené à présenter des produits pour enfants ne sera pas construit de la même façon qu'un logo pour la finance par exemple. La typographie et les couleurs seront différentes. D'un côté, on doit représenter la joie, l'innocence ou l'éducation et de l'autre, l'argent, la confiance, la stabilité et la sécurité. On a parlé de ceci les dernières lectures parce qu'un logo orienté au monde des enfants est bien sûr totalement différent du monde d'une entreprise financière. Lorsqu'on parle aux enfants, on doit choisir une typographie ronde ayant rapport au monde des kids, multicolors, différentes couleurs attractives. Ça doit refléter le sens de joie, d'innocence, de l'éducation, de la chaleur, du dynamisme. Mais le monde de l'argent, du business est un monde sérieux. Donc un monde qui doit refléter un sens de confiance, de crédibilité, de sécurité financière, de stabilité. Donc il s'agit là d'un autre mode de conception du logo. Donc tout dépend des objectifs du logo, des objectifs de l'entreprise. On va essayer de concevoir notre logo. Donc, dans ce sens-là des objectifs, avant de commencer de créer un logo, il faut se poser les bonnes questions. Quelle sera l'utilisation de mon logo? Pour l'impression, les journaux, les brochures, les dépliants, les étiquettes. Pour le web, le site web, les réseaux sociaux, les blogs. Donc, je vais concevoir un logo pour l'utiliser vers quel sens ou bien pour quel support de communication. C'est très important. Parce que lorsqu'il s'agit d'un produit pour les enfants, je ne vais pas certainement faire des insertions publicitaires dans les journaux. Parce que les enfants ne lisent pas les journaux, ils sont petits. Je ne vais pas distribuer des brochures parce que les brochures, les enfants ne sont pas intéressés aux brochures ni aux dépliants. Mais les enfants peuvent visiter les réseaux sociaux à travers les smartphones de leurs parents, peuvent visiter des sites web en utilisant des tablettes pour les enfants, peuvent voir des affiches géantes dans la rue ou bien des banderoles dans un supermarket ou bien hypermarket. Donc, quelle sera l'utilisation de mon logo? C'est très important de poser cette première question. Pour quel type d'entreprise est le logo? Dans quel secteur d'activité est la marque?
enfance, finance, ingénierie, nouvelles technologies, art, immobilier, transport, mode, artisanat, alimentaire. Il y en a plusieurs secteurs d'activité. Donc, il faut se poser une question ayant rapport au secteur d'activité parce que c'est très important de créer un logo en harmonie avec les autres logos appartenant au même secteur d'activité. Quelle est la cible de l'entreprise? Connaître la cible permet d'orienter les recherches sur les couleurs, la typographie, la forme, etc. Donc, pour toute cible, une ambiance de couleurs, de typographie, de forme, etc. Donc, le monde féminin, par exemple, est toujours désigné par des formes rondes, par des couleurs féminines. Le monde des hommes, par exemple, est désigné par de la typographie plus ou moins aiguë, par des couleurs sombres, le noir par exemple pour les costumes des hommes, pour des lunettes solaires, pour les voitures, etc. Donc, dans ces étapes de conception du logo et après avoir précisé les types ou bien le type du logo, après avoir précisé les objectifs, on va entrer dans les étapes de conception du logo. Commençons par le brainstorming. Donc cette étape permet de mettre au clair les questions détaillées précédemment. Qui êtes-vous? Quel est votre message? À qui s'adresse-t-il? Donc le responsable de communication, avec peut-être le chef de l'entreprise, avec le designer, il s'agit de se rencontrer pour faire un brainstorming, pour répondre à ces questions précisément. Qui êtes-vous? Quel est votre message? À qui s'adresse-t-il? Ici, on parle de l'audience ou bien de la cible. C'est aussi à cette étape qu'on parle des couleurs qu'on aime, mais surtout des couleurs qui vont refléter la marque. Attention, chaque couleur a une signification. Nous vous le détaillons un peu plus bas dans les prochaines diapositives. Enfin, cette première étape permet aussi d'étudier la concurrence, de savoir comment ils communiquent afin d'y trouver les points forts et les points faibles et de s'en démarquer. Donc il faut commencer par un brainstorming pour détailler la mission de l'entreprise, le message à transmettre, l'audience ou bien la cible pour se différencier des concurrents, etc. Il faut en premier lieu répondre aux questions primordiales. Le croquis. Ici, on parle de recherche de la typographie et des formes et pas de sélection des couleurs, des lumières, des ombres, des effets et j'en passe. Donc, on commence par la typographie. On va faire ici dans une deuxième phase des croquis et on commence par la typographie. La sélection d'une typographie se fait en fonction du style voulu pour le logo. Un style plus moderne, classique, enfantin, technologique, etc. On choisira alors une typographie plutôt manuscrite avec ou sans empattement en capital ou encore en minuscule. De plus, il est intéressant de travailler sur la taille et la graisse des polices. Lorsque je parle de taille, il s'agit de la grandeur de vos lettres, mais quand je dis graisse, il s'agit de l'épaisseur des lettres. En d'autres termes, une typographie fine, normale, grasse, ultra grasse, black, etc. Donc en premier lieu, on doit préciser notre typographie. Il faut faire une recherche sur la typographie du logo. Le pictogramme, dans le croquis, cette phase de croquis, on va parler du pictogramme. Pour améliorer la compréhension d'un logo, on peut lui associer un élément graphique appelé aussi pictogramme. Donc, suite à la précision de la typographie, on peut aussi ajouter ou bien associer un élément graphique appelé pictogramme. Donc, le pictogramme
peut soit être à côté du texte, soit être imbriqué dans le texte et avoir un logo important à la compréhension du logo. À long terme, le nom d'une marque peut disparaître afin de laisser place au pictogramme qui deviendra le seul élément d'identification de la marque. C'est ce qui se passe pour Apple. À la simple vue de la pomme croquée, nous identifions la marque. Donc l'ajout d'un pictogramme est très important. Il faut penser à la création d'un élément graphique appelé pictogramme qui sera associé à la typographie. Baseline. Accompagner le logo d'un slogan ou baseline est aussi très répandue. Cette information supplémentaire permet de résumer brièvement en 4 ou 5 mots l'activité de la marque. Attention avec l'utilisation d'une baseline. Elle apporte un complément d'information, mais c'est risqué car elle peut alourdir visuellement le logo et perturber sa lisibilité. Donc les baselines, c'est surtout utilisé par exemple dans le monde des médias. Donc il s'agit du logo de la radio par exemple, mais en ajoutant un slogan qui vient renforcer la marque ou bien l'activité de cette entreprise. Un slogan, ce sont des mots orientés directement à l'audience pour formuler un sens de partage, un sens de famille avec l'audience, entre l'entreprise et l'audience, etc. Piste graphique, donc l'idée est de créer plusieurs pistes graphiques le maximum possible pour ensuite pouvoir en éliminer ou en faire évoluer. C'est de cette manière que l'on arrive au bout de toutes nos idées et surtout un logo bien construit. Donc il faut faire des essais, il faut présenter différents croquis, plus qu'un choix pour se mettre en accord enfin sur un choix qui soit l'accord de tout le monde. Donc il s'agit là de créer différentes pistes graphiques, différents choix, différentes propositions pour déduire le choix final. Les déclinaisons. Une fois le logo et les couleurs trouvées, il faut penser aux différentes déclinaisons du logo. Déclinaison de couleur du logo, déclinaison de couleur du fond du logo, fond blanc avec une couleur unie ou dégradée, ajout d'une texture particulière pour un effet rétro, par exemple. Dans les déclinaisons, on parle aussi du sens du logo. Donc, après avoir choisi la typographie, le pictogramme, fait des pistes typographiques, il y en a des déclinaisons, il y en a ici différents essais ou bien différentes propositions à formuler pour se mettre, comme on l'avait dit, en accord sur une version finale, ou bien les autres versions peuvent être même utilisées sur des supports variés, mais tout en gardant l'information de base du logo. L'information de base, c'est-à-dire les bases du logo, et on a différentes marques internationales qui utilisent différentes ou bien emploient différentes déclinaisons sur des supports de communication variés pour exprimer des messages adaptés le plus à ces supports de communication ou bien à une audience plus précise. Donc, dans cette étape de conception, on va parler aussi des exports pour le logo. Après avoir fait les croquis et aussi traité ce logo sur ordinateur, on va l'exporter ou bien se préparer à l'exporter à travers de différents formats technologiques ou bien informatiques. Et là, il faut faire attention à ces formats-là pour garantir une bonne qualité technologique de notre logo. Et c'est pour cette raison qu'on s'est posé au début des questions ayant rapport aux objectifs d'usage
Donc, je vais l'utiliser sur des supports audiovisuels tels que la télévision et la radio, ou bien sur des supports papier tels que les magazines et les journaux, les brochures et les dépliants, etc. Donc, site internet ou réseaux sociaux, il faut exporter le logo au format SVG. Donc, ce sont des formats que vous trouvez sur le logiciel. Donc, il nous donne différentes propositions pour l'enregistrement. Mais les formats pour sites internet ou réseaux sociaux, SVG pour un fichier vectoriel optimisé et étirable à l'infini sans perte de qualité ni de ratio. PNG si vous voulez un export image avec un fond transparent, et JPG pour un export d'image avec fond de couleur ou blanc. Impression du logo sur papier, exporter le logo au format EPS, format de fichier haute définition pour agrandir à volonté votre logo et le réouvrir sur différents logiciels tels que Illustrator ou Sketch. PDF, format à privilégier pour les imprimeurs. Donc, les exports du logo, les tailles des exports, il y en a différentes tailles. Pour un site web internet ou format horizontal, voici quelques dimensions utiles en pixels. Donc, 250 pixels sur 100 pixels, ou bien 350 sur 75 pixels, ou bien 400 sur 100. Donc, ce sont là les formats les plus utilisés. Les tailles des exports, pensez également au favicon, la petite icône qui s'affiche en haut d'une page web avec des dimensions carrées pour la création de votre site web, donc 16 x 16 pixels, 32 x 32 ou bien 48 x 48 pixels. L'export pour Facebook, photo de couverture. Donc, vous remarquez que la photo de couverture sur Facebook est rectangulaire. Donc, il s'agit d'exporter le logo ou bien l'image dès le début selon ces formats-là à préciser pour que l'affichage soit clair et pour que ce rectangle soit plein. Donc, la photo de couverture 851 x 310 pixels et la photo de profil, cette photo qui est ronde, donc photo de profil 180 x 180 pixels. Pour Twitter, la photo de couverture 1500 x 500 pixels et la photo de profil 200 x 200 pixels. Donc, ce sont là des normes à connaître par tous les designers, des normes, des standards internationaux. Pour Instagram, la photo de profil 150 x 150 pixels. Pour YouTube, la miniature est 1280 x 720 et la photo de couverture 2048 x 1152 pixels et la photo du profil 800 x 800 pixels. Donc pour LinkedIn, photo de couverture d'un profil 1584 x 396 pixels, la photo de couverture d'une page 1128 x 191 et la photo de profil 400 x 400 pixels. Donc ce sont là des standards internationaux à suivre pour garantir la bonne qualité de l'image, la lisibilité, pour que ça ne gêne pas le message et ça attire l'attention et assure la notoriété de l'entreprise ou bien de la marque représentée par ce logo. Donc, dans ces étapes de conception du logo, il faut faire attention aussi à la charte graphique. Une fois que votre logo est finalisé, pensez à faire la charte graphique. Elle va reprendre les éléments importants de votre logo, à savoir la construction, les couleurs, la typographie, les déclinaisons, les interdictions et les utilisations. Donc, à travers ce logo-là, que le designer va s'inspirer pour créer la charte graphique du produit, de la marque ou bien de l'entreprise.
Et cette charte graphique-là sera utilisée pour la création des différents autres supports de communication, tout en faisant attention aux couleurs, à la typographie, aux déclinaisons, aux interdictions aussi, parce que c'est interdit d'utiliser certaines formes ou bien couleurs dans un domaine précis. Par exemple, dans le domaine de l'agriculture, on n'utilise pas la couleur rouge, par exemple, ou bien on n'utilise pas les formes aiguës. Dans le monde de la médecine ou bien pour faire de la publicité pour des cliniques, on n'utilise pas aussi le rouge pour faire de la publicité. C'est couleur du sang. On utilise le bleu ciel, le blanc, le vert clair. Donc bleu ciel, c'est couleur de l'eau, du ciel, de la vie. On utilise le vert, c'est couleur bio, naturelle. Bonne santé, aussi la couleur, le blanc aussi désigne un corps sain, la bonne santé. Donc on ne va pas utiliser le noir ou bien le rouge pour désigner le monde de médecine ou bien des cliniques. Quatrièmement, on va associer correctement les couleurs de votre logo, bien de notre logo. Lorsque vous réfléchissez aux couleurs de votre logo, prenez le temps de choisir des couleurs qui se marient bien entre elles pour le mettre en valeur. Il existe 3 types d'associations à privilégier pour votre logo. Donc généralement, les couleurs complémentaires. Elles sont situées les unes en face des autres sur le cercle chromatique. Association ultra dynamique qui attirera le regard. Donc le cercle chromatique, on l'avait vu les dernières lectures, c'est le cercle des couleurs. Donc les couleurs complémentaires sont situées les unes en face des autres. Alors que les couleurs analogues sont situées les unes à côté des autres sur le cercle chromatique. Elles permettent de créer une certaine harmonie lorsqu'elles sont utilisées ensemble. Donc, elles sont situées les unes à côté des autres. Les couleurs triadiques, elles sont situées à égale distance les unes des autres sur le cercle chromatique. Elles permettent de créer un effet stimulant et osé lorsqu'elles sont utilisées ensemble. Donc, c'est comme ça qu'on va associer les couleurs pour créer un logo. Donc, ici, on a un exemple qui associe le vert avec le marron. Cette association de couleurs plus naturelles nous rappelle la notion de nature, de terre et de terroir, comme dans notre exemple. La signification des couleurs. Donc le vert en marketing et design, le vert va montrer la croissance d'une société ou d'un produit, le bien-être, la fraîcheur, mais aussi la nature, le bio, les plantes et les animaux. Donc le vert, c'est synonyme de tous ces sens-là, bien-être, fraîcheur, nature, bio, croissance et évolution d'une entreprise. Le marron en design et marketing, le marron nous rappelle l'agriculture, la terre, mais aussi la terre, l'histoire, l'authentique, le naturel et l'artisanat. Donc, l'association du vert et du marron donne, c'est une association fameuse et donne une signification précise. Donc, toute chose a une connotation, a une signification, les couleurs, les formes, les nominations, la typographie. On doit faire attention à tout ça pour créer le message qu'on veut diffuser auprès de notre audience. Cinquièmement, démarquez-vous des autres logos. Donc, on doit se différencier des autres logos. Donc, c'est très important la différenciation, mais tout en étant inclus dans l'ambiance ou bien l'atmosphère du secteur de l'activité, mais avec une différenciation. On commence par l'hiérarchie des éléments. Donc, l'œil doit circuler et rebondir entre les éléments d'un logo afin d'y capter le plus d'informations. Il faut donc jouer sur des répétitions de formes similaires
similaires pour créer une harmonie dans le logo. Découper l'espace en créant des sections bien différenciées les unes des autres. Utiliser l'espace blanc, et là c'est très important parce que parfois certains designers créent des choses encombrées. Non, non, même le blanc a une signification extrêmement importante. Donc utiliser l'espace blanc en laissant de l'espace libre autour des éléments les plus importants. Ça leur permet de respirer et de leur apporter plus d'importance. Donc il s'agit là d'une hiérarchie d'éléments à laquelle il faut faire attention. L'équilibre, la symétrie entre les éléments du logo va apporter une certaine structure et de la rigueur au logo. Ça va lui donner une importance, une impression qui s'impose dans le monde des marques. De plus, il est très agréable de jouer avec la symétrie des formes pour en créer un logo. Donc l'équilibre et la symétrie est très importante. L'association des typographies. Dans les normes de base, il est conseillé d'associer une typographie sans sérif plus moderne avec une sérif plus classique, mais ce n'est pas une science exacte. Vous pouvez aussi associer deux typographies de la même famille et jouer sur leur graisse. Donc, concernant la typographie, si par exemple j'en ai à écrire différents mots, je vais écrire le mot de la marque et aussi le texte du slogan. Donc je ne vais pas choisir la même typographie pour désigner le slogan et la marque, mais je vais choisir deux typographies qui se complètent, l'une qui soit moderne et l'autre classique, ou bien de la même famille, par exemple la famille Arial. Il y en a Arial Narrow, Arial Black par exemple. Je vais associer les deux Arial pour réaliser l'exposition finale du logo. Lisibilité et forme. Donc une fois vos recherches de logo faites, réduisez au maximum la taille de votre logo et regardez s'il est toujours lisible. C'est très très important de garantir la lisibilité du logo parce que comme on l'avait dit, ce logo pourra être affiché sur un site web, donc il va être clair, mais aussi il pourra être imprimé sur un pin qui soit trop petit et inséré sur le col d'une veste par exemple. Donc ce logo là doit être lisible et compris par le récepteur. Donc il faut réduire au maximum la taille du logo pour regarder s'il est toujours lisible. Donc éloignez-vous de votre écran, prenez du recul sur votre travail. Si vous parvenez à voir tous les éléments et lire les textes distinctement, alors le tour est joué. Donc on a gagné. Donc il s'agit d'un très bon travail. Il faut, comme on l'avait dit, réduire la taille pour comprendre le logo. S'il ne s'agit pas de travail lisible, si je ne puisse pas comprendre les mots, donc c'est un travail à refaire, bien sûr. Le contraste n'existe pas que sur la couleur, il existe aussi sur des formes. Par exemple, une courbe et une ligne droite ou du texte et une illustration ou encore un triangle et un cercle forment des contrastes. Donc il faut faire attention à ce contraste. Pourquoi travailler avec un graphiste pour créer son logo? Donc c'est notre dernier paragraphe. Il faut travailler réellement avec un graphiste parce que nous, en tant qu'étudiants en médias numériques, nous ne sommes pas réellement de vrais spécialistes et de grands spécialistes en design graphique. On l'avait déjà dit, il faut se spécialiser, il faut faire de l'exercice quotidien, c'est un métier à part. Donc, travailler avec un graphiste ou bien un designer est très important pour aboutir à la création du message voulu. Bien sûr, il s'agit là d'efforts complémentaires. Moi, en tant que spécialiste en médias ou bien communicateur,
je vais faire tous les efforts de conception, de précision des objectifs, de recherche des valeurs que doit porter notre logo, etc. Et le graphiste va m'aider à réaliser tout ça. Si par exemple je pense à deux couleurs contradictoires, donc le designer va me déconseiller de faire ça parce que scientifiquement, techniquement, ça doit pas être fait comme ça, ce n'est pas lisible, c'est gênant à l'œil parce que parfois ou bien lorsque je veux associer des formes qui ne doivent pas être associées ensemble, le designer aussi va dire non. Donc c'est sa spécialité, c'est sa profession, ce sont les normes internationales, les standards techniques avec lesquels il travaille. Donc c'est très important de recourir à un graphiste. Conseil et expertise. Un graphiste n'est pas là que pour exécuter vos idées. Donc, il va réaliser nos idées. Il va aussi vous conseiller sur vos choix et vos idées, mais aussi sur la cohérence entre votre activité et votre logo. Parfois, moi, en tant qu'entrepreneur, donc je viens des années 1950, donc j'ai la pensée de ces années-là, mais le designer va me conseiller avec un sens de tendance de futurisme. Donc il va me dire non, c'est une mode ou bien un train de dépasser ici et dans nos temps on pense comme ceci et comme cela pour être en harmonie dans notre secteur d'activité. Donc il aura aussi un regard externe au projet et sera plus propice à vous apporter une critique positive du projet. Technique. Donc le graphiste vous fournira des fichiers HD et dans tous les formats nécessaires à la bonne utilisation de votre logo, que ce soit pour un imprimeur, un autre graphiste, un web designer ou encore un développeur. Donc il va me permettre d'avoir sur CD mon logo en différents formats pour l'imprimer sur insertion par exemple publicitaire, ou bien pour le donner à un autre graphiste pour faire un tel travail, un web designer, un développeur qui va développer mon site web par exemple, il aura besoin du logo et de la charte graphique, etc. Aussi, il pourra travailler à vos côtés sur la conception de vos cartes de visite, flyers, ou encore sur l'élaboration de votre charte graphique. Si vous aimez votre collaboration, il pourra vous suivre tout au long de votre projet pour créer du contenu et pour vous conseiller. Il pourra aussi vous mettre en relation avec d'autres prestataires comme un imprimeur ou un développeur pour vos autres besoins. Donc le monde du design graphique est un monde très riche, très important. Donc il y en a différents prestataires, différentes spécialités qui se complètent. Pour moi, en tant qu'entrepreneur, je me concentre sur mon activité. Par exemple, si je vais lancer mon site média sur Internet, donc en tant que spécialiste en médias numériques, je me concentre sur la rédaction de mes articles, sur la recherche d'informations, le montage par exemple audiovisuel et la rédaction de mes articles. Et le designer aura à faire toutes les autres tâches pour que ma présence dans le monde des médias soit prestigieuse. La rapidité, donc passer plusieurs mois à travailler vous-même sur votre logo ou avoir un logo professionnel et utilisable au bout de quelques jours. Bien sûr, il faut faire ça rapidement et un logo ne nécessite pas d'investir différents mois pour le créer. Donc, le logo est l'expertise de base d'un graphiste. Il saura vous conseiller et réaliser ce que vous avez en tête. Donc, vous pourrez aussi échanger avec lui pour lui faire des retours sur ses différentes propositions. C'est dans ce sens que vous avancerez rapidement sur la conception du logo. Donc, pour une création rapide, il faut recourir à un graphiste ou bien un designer. Donc,
On parvient ici vers la fin de notre lecture numéro 8. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez très bien suivi notre lecture numéro 8. On a pris durant cette séance l'exemple du logo. Bien sûr, le monde des affiches, des brochures, des dépliants, des insertions publicitaires est aussi un monde vaste. On pourra réserver des cours et des lectures à part pour ces supports de communication, mais le départ commence toujours par le logo. C'est la base. Essayez de vous entraîner sur la conception de logo. Essayez de vous adapter à la compréhension, à la visualisation des logos, spécialement des entreprises internationales. C'est très important. Ça commence toujours par le petit exercice à répéter quotidiennement. On a dit dès la première séance introductive que se spécialiser dans ce monde du graphisme n'est pas un travail du jour au lendemain, mais un travail quotidien pour développer nos compétences, nos acquisitions artistiques, psychosociologiques, mentales, etc. Donc, on a une rencontre lundi prochain pour discuter le contenu de ce cours-là. J'espère que vous l'avez très bien saisi et compris. Vous avez un quiz et des questions auxquelles vous devez répondre. Les réponses existent dans notre cours et dans l'explication orale. Et je vous souhaite de la bonne chance. Au revoir.